Bonjour à tous, oui, ça marche super bien. Merci beaucoup, merci au Conseil scientifique du MAPAR et particulièrement à Dan Benamou de m'avoir proposé de discuter avec vous nos réflexions et nos travaux à Nîmes autour de la téléconsultation. Donc j'ai un lien d'intérêt puisque je travaille également à la direction médicale d'une société de e-santé. Et donc la téléconsultation, finalement, on pourrait se demander si ça avait une vie avant l'ère du Covid. Et effectivement, la téléconsultation avait une vie. La télémédecine a été développée assez rapidement après la révolution numérique dans les années 80-90 pour rendre service aux populations qui étaient éloignées géographiquement et donc essentiellement dans les pays comme la Norvège, le Canada ou l'Australie. D'ailleurs, si on regarde effectivement tous les services accessibles en télémédecine en Australie sur la droite, on voit vraiment une pente exponentielle à partir de 2010. Et 2010, c'est également l'année où en France, 2009-2010, où en France, on s'est intéressé à la télémédecine et où on a inscrit la télémédecine dans le Code de la santé publique. Donc c'était défini comme étant une forme de pratique médicale et qui servait de ce qu'on appelle les TIC. Les TIC, c'est les technologies de l'information et de la communication. Le décret d'application est paru l'année d'après, donc dès 2010, et on a effectivement possibilité de pratiquer de la télémédecine, mais par contre, il n'y a aucune règle de facturation. Donc, à partir de 2010, on peut faire de la télémédecine, mais il faut avoir des accords avec le ministère, avec l'ARS, donc c'est très très peu répandu. C'est vraiment des accords spécifiques pour des projets spécifiques. Donc, dans le Code de la santé publique et dans ce décret, il est défini pour la télémédecine 5 champs d'expertise. Ces 5 champs sont la téléconsultation, la téléexpertise, la télésurveillance, la téléassistance et la télérégulation. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser uniquement à la téléconsultation, mais sachez qu'il y a 5 champs qui sont concernés par la télémédecine. La téléconsultation, ça se définit comme le fait d'un médecin qui donne une consultation à un patient par visioconférence, donc avec une solution de visioconférence. C'est un acte médical. Vous savez qu'on a maintenant un panorama de la santé numérique, de l'e-santé qui est très large, avec ce qu'on appelle la M-santé, tout ce qui va être les applications de santé, avec l'Internet des objets, avec les systèmes informatiques. Tout ça, c'est des prestations de services, mais ce ne sont pas des actes médicaux. C'est la télémédecine qui correspond à l'acte médical. Et il est apparu depuis, vous le savez, le télésoin pour les personnels non médicaux. En 2018, donc là c'était 2010-2018, ça restait quelque chose d'un petit peu confidentiel. 2018, on est dans un contexte sanitaire assez mauvais. On a une grosse crise de démographie médicale, une augmentation du besoin en soins parce qu'on a un vieillissement de la population, qu'on augmente le nombre de nos malades chroniques ou pluripathologiques. Et donc on espère que la télémédecine va peut-être aider à prendre en charge ces patients un petit peu partout. Vous n'êtes pas sans connaître la problématique des déserts médicaux. Donc sort un avenant qu'on appelle l'avenant 6, qui fait référence jusqu'à il y a peu de temps, en 2018, et qui là va définir comment on va tarifer, comment on va pouvoir démocratiser la pratique de la téléconsultation par sa prise en charge par l'assurance maladie, donc à la fois la téléconsultation et la téléexpertise. Et donc cet avenant 6, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'on peut rembourser des téléconsultations à condition que le patient soit orienté initialement par son médecin traitant et qu'il connaisse le médecin qu'il va avoir en téléconsultation. 2018. Alors pour l'anesthésie-réanimation, c'est pas évident parce que on les connaît pas nos patients avant qu'on les voit, donc on ne répond pas aux définitions strictes de l'avenant 6. Et effectivement, on est un petit peu en désaccord avec ce qui était publié pour facturer, pas pour exercer, mais pour facturer. Donc c'était un vrai point de vigilance. Comment peut-on se positionner parce qu'on avait déjà un attrait pour ces téléconsultations. Et puis est arrivé le Covid. Est arrivé le Covid avec le confinement, avec la distanciation physique, les recommandations de l'ASFAR qui recommandait de prendre en téléconsultation le plus de patients possible, et puis des mesures dérogatoires très favorables de la CPAM pour qu'on puisse exercer en téléconsultation dans le plus grand nombre possible de spécialités. Et après la crise Covid, là, en septembre dernier, est sorti l'avenant 9 qui a abrogé le fait qu'on devait connaître les patients avant de faire une téléconsultation. Et donc maintenant, notre pratique de téléconsultation d'anesthésie est à la fois dans le Code de la santé publique et dans le décret d'application de la convention médicale avec la sécurité sociale. Donc on n'a plus de problème de facturation. C'est quelque chose qui peut facilement se démocratiser. Ça ne nous déroge pas, ça ne nous dédouane pas de notre décret de départ qui est celui qui est le décret d'anesthésie avec la définition de la consultation d'anesthésie, bien évidemment, auquel on doit également se soustraire. Et
si on se pose la question, cette téléconsultation pré-anesthésique, est-ce qu'il y a un intérêt pour les patients? Je pense qu'on est tous d'accord pour penser qu'il peut y avoir des intérêts potentiels pour le patient. Effectivement, éviter les déplacements, éviter l'absentéisme professionnel, beaucoup s'en plaignent, on vous voit 10 minutes, on a posé une journée d'absence au travail. À la maternité, on a souvent le problème de la garde des aînés. Ça peut simplifier des situations complexes. On a plus facilement un traducteur à la maison que le jour de la consultation, d'un accompagnateur également, sans compter le coût du déplacement pour le patient. Et dans certaines organisations, en particulier beaucoup aux États-Unis, où il n'y a pas de spécialité, par exemple pour les maternités spécialistes d'anesthésie obstétricale, on va pouvoir avoir des avis à distance de référents pour des pathologies spécifiques. Pour les soignants, est-ce qu'il y aurait un intérêt à voir ces patients potentiellement en téléconsultation? Certains ne sont pas mécontents de pouvoir faire du télétravail à partir de la maison, un jour par semaine. Ça peut proposer des horaires décalés à nos plateaux de consultation qui sont liés aux horaires d'ouverture, de fermeture des portes et des secrétaires. Ça peut valoriser un suivi pré- ou post-opératoire. Vous essayez vous voulez revoir un patient, vous voulez le suivre en post-opératoire. La téléconsultation peut être élégante dans ces situations également. Et indirectement, quand on commence à retravailler ces circuits de consultation, à pouvoir mieux qualifier la complexité du patient et organiser nos listes de consultation de façon mieux qualifiée. C'est-à-dire que pour pouvoir orienter les patients vers la téléconsultation, on va peut-être réfléchir à des organisations différentes et donc on va améliorer implicitement nos parcours de soins. Si on s'intéresse à la littérature, alors ça a été exponentiel, la littérature sur la téléconsultation à partir de 2019-2020, vous voyez ici que c'est allé très vite. Néanmoins, ça reste beaucoup d'études de faisabilité, des retours d'expérience. Alors le premier, celui qui a fait dans notre spécialité qu'on cite le plus souvent, c'est celui-là de Mullen-Fortino qui comparait effectivement, alors si on le lit grossièrement, télémédecine versus présentiel, ça se passe aux États-Unis. Ce qui s'appelle le présentiel pour eux, c'est le fait d'attraper le patient juste avant l'opération et de le checker. C'est-à-dire, il arrive, on le voit, on l'opère. Versus la téléconsultation, où il l'avait en téléconsultation quelques semaines avant et il le récupérait le jour J. Donc évidemment, pour les Américains, ce système de téléconsultation était fabuleux. Ça leur a fait gagner un temps fou, 97 minutes versus 121. Et effectivement, il y avait moins d'annulations dans le groupe qui avait cette évaluation préalable, puisqu'on était versus rien. Donc il est quand même assez... Alors, avec des satisfactions patients qui sont très très bonnes. Donc il est assez difficile de comparer les publications qui se passent dans des pays où la consultation d'anesthésie est très peu réalisée versus nos pays où on voit les patients systématiquement à chaque fois. Donc c'est un peu modèle européen versus modèle américain. Donc pour les Américains, c'est une aubaine, on va se dire, mais finalement tous nos patients un peu compliqués, on va pouvoir les voir avant. Donc pour eux, la téléconsultation, c'est plutôt pour les ASA bien avancés. Et dans le modèle européen, où on voit tous nos patients physiquement, on est quand même très prudent, on se dit attendez, avant qu'on ne les voit pas physiquement, il faut vraiment que ce soit des patients pas graves. Donc vous voyez qu'on a deux modèles très différents. Et donc on va regarder ce que ça donne un peu en étude de faisabilité dans ces deux pays, on vient déjà d'en voir un. Donc aux États-Unis, là c'est un très gros centre qui effectivement explique très bien, le schéma vous ne le voyez pas peut-être de façon très claire, mais ils expliquent très bien qu'eux ils font plus de 50 000 cas par an, ils en ont 36 000 sur 50 qui sont évalués par une infirmière par téléphone et qui voient à peu près 2,78% des patients le jour J. Donc c'est ce qu'ils appellent le PEPS. Et sur 2 ans, ils ont réussi à en voir 419 par téléconsultation. Et effectivement, ils étaient très contents. Ils montrent qu'effectivement, ils n'ont bien sûr pas plus de taux d'annulation, qu'ils ont des scores de satisfaction très bons chez les patients et chez les soignants. Et quand on regarde les patients vus par téléconsultation, effectivement, ils ont 50% d'ASA 3-4. C'est vraiment des patients qui sont très lourds. Et de l'autre côté de l'océan Atlantique, on a des Allemands qui voient les patients de façon systématique avant chaque chirurgie, qui ont aussi lancé une étude de faisabilité sur la téléconsultation. Et ils ont dit, nous, on prend que les patients 1-2 pour faire cette étude. Ils ont créé eux-mêmes leur plateforme, on va y revenir parce que c'est assez intéressant, de téléconsultation. Et donc d'avril à octobre 2020, ils ont regardé un petit peu ce que ça donnait. Et donc, sur une population très sélectionnée de 1-2, ils ont dû effectivement, dans 5 cas, avoir recours à une consultation présentielle, c'est-à-dire changer leur fusil d'épaule, parce qu'à l'interrogatoire, ils avaient diagnostiqué 2 patients qui avaient des maladies génétiques qui n'étaient pas connues, enfin qui étaient connues mais non déclarées, un patient qui nécessitait une évaluation respiratoire, un patient psychiatrique et un ASA 3 exclu lors de la téléconsultation, puisqu'ils incluaient que les ASA 1 et 2.
Donc, ils ont eu 2 reports chirurgicaux, ce qui fait un taux de report de 1,9%. Ils ont également découvert, puisqu'il n'y avait pas d'auscultation cardiaque en téléconsultation, une fibrillation qui était ancienne. Ils l'ont découverte le jour de la prise en charge, mais elle n'a pas nécessité de report de chirurgie. Ce qu'ils rapportent en termes de satisfaction, quand on voit à gauche les satisfactions patients et à droite les satisfactions mares, on voit que les mares ont vraiment très très vite adhéré. Tout ce qui est blanc, c'est satisfaisant. C'est très satisfaisant, d'accord ? Donc les mares ont très vite adhéré, tant sur le plan technique que sur la faisabilité de l'échange avec le patient, et les patients également, mais j'étais surprise de voir que les mares avaient fortement adhéré, plus encore que les patients. Quand on pose la question aux patients s'ils souhaiteraient ce type d'intervention, ce type de téléconsultation à l'avenir, ils sont très largement en faveur. Au CHU de Nîmes, on a également évalué, alors là c'était le premier confinement, vous savez, celui où on s'est tous retrouvés avec quand même très peu de moyens de communication avec nos patients parce qu'on n'avait pas équipé obligatoirement toutes les salles. Alors c'est vrai qu'on était déjà dans une dynamique de téléconsultation au CHU, donc on avait déjà du matériel assez rapidement accessible et on a pu démarrer la téléconsultation avec Visio d'emblée dès le mois de mars. Et donc là on rapporte effectivement l'expérience sur la période du premier confinement en termes de téléconsultation. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, sur les patients qu'on a pu avoir en téléconsultation, donc 139, on avait 86 répondants quand on les a rappelés juste après, on avait 24% de problèmes techniques. C'est-à-dire que un patient sur 4 devait être pris en mode dégradé par téléphone. Vous voyez qu'on était vraiment dans le balbutiement puisque c'est chronophage et ce n'est pas du tout la même qualité d'échange d'avoir un patient en visioconférence qu'avoir un patient par téléphone, bien évidemment. Ce qu'on a pu montrer aussi, donc cette fois quand c'est satisfaisant, c'est en noir, désolé. Donc on a pu montrer également effectivement que les patients étaient dans l'ensemble très satisfaits, alors un tout petit peu moins sur le plan technique, et ça s'explique, puisqu'on a eu quand même vraiment des problèmes techniques, de ces modalités d'échange. On a essayé de calculer donc l'économie que pouvait représenter le transport de ces patients en sachant que la médiane d'économie était autour de 20 € par consultation, donc par patient. On a pris les bases de remboursement de la sécurité sociale. Donc voilà, donc ça c'était une étude de faisabilité. Autre étude de faisabilité en France, alors un contexte complètement différent, une grosse clinique parisienne, vous connaissez sûrement cette équipe très réputée en anesthésie loco-régionale et qui un tout petit peu plus tard, donc à la reprise d'activité, a également fait son étude de faisabilité de la téléconsultation. Donc on voit population assez différente, moins de 5% de patients qui n'étaient pas équipés pour faire de la téléconsultation, aucun échec technique, aucune conversion en consultation téléphonique, toujours une satisfaction patiente très élevée, avec quand même, il est vrai, 2 groupes très différents entre ceux qui étaient en téléconsultation et ceux qui étaient en présentiel. On avait tendance à avoir les patients les plus âgés, ceux qui avaient des anticoagulants, ceux qui avaient des médicaments et ceux qui avaient de la chirurgie un petit peu plus lourde en présentiel. Donc on voit que obligatoirement, ce sont des études de faisabilité, mais que nos 2 groupes ne sont pas vraiment comparables. Donc pour aller plus loin, on a besoin d'une étude qui soit de plus haut niveau de preuve, donc qui soit randomisée et contrôlée. Donc c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Je vous demande d'être indulgent parce que j'ai eu les résultats avant-hier. Donc c'est cette étude qu'on a pu mener grâce à un appel d'offres interne au CHU de Nîmes sur l'année 2021. C'est une étude de non-infériorité, parce qu'on est parti du principe, comme on l'a dit au départ, qu'on avait quand même un certain nombre de bénéfices pour le patient et pour le soignant à faire une téléconsultation, et que donc on voulait que la téléconsultation soit au moins aussi bien que la consultation en présentiel. Donc pour ça, on a effectivement randomisé les patients, les a tirés au sort dès lors qu'on avait leur accord pour rentrer dans l'étude. Et notre critère de jugement principal de cette non-infériorité était un critère qu'on a appelé composite. Il était composé de 3 éléments. Le premier élément, c'était le score ASA. Donc score ASA, on a fait 1-2 versus 3-4. Ça nous paraissait cliniquement pertinent. C'est vrai que le 1-2, c'est un groupe de patients facile. Le 3-4, un groupe de patients plus difficile. Le deuxième critère qu'on a relevé, c'était celui de l'ouverture de bouche. On a considéré que l'ouverture de bouche, bien plus que le mal-empathie, était un problème, était quelque chose de bloquant dans une prise en charge. Si vous arrivez à un patient que vous devez prendre au bloc et que vous vous rendez compte que vous n'arrivez pas à passer 2 doigts dans sa bouche, ça c'est un vrai souci de prise en charge immédiate. Donc c'est celui qu'on a choisi versus le mal-empathie qui est plus classiquement regardé sur les évaluations pré-anesthésiques. Et là, le dernier critère, c'était les modifications thérapeutiques. Est-ce que le patient, quand il venait se faire opérer,
les bons traitements avaient été arrêtés. Donc on s'est intéressé à 5 classes médicamenteuses, les antihypertenseurs, les anticoagulants, les antiagrégants et les antidiabétiques, ça fait d'ailleurs que 4. Voilà, et donc tout ça a été jugé à la VPA. On avait ces éléments qui étaient jugés à la VPA et on regardait dans les 2 groupes combien de discordances on avait entre ce qui avait été vu à la consultation et ce qui avait été vu ensuite en téléconsultation. Donc ça, je vous épargne le flowchart, juste peut-être pour vous dire qu'on l'a étudié à la fois en pair protocole, parce qu'on avait effectivement, je vais revenir en arrière, on avait effectivement calculé un NSN qui était à 138 patients, mais qu'on a majoré de 20%, parce que vous savez que les patients, des fois, ils viennent nous voir, puis après, ils ne se font pas opérer. Donc du coup, pour avoir notre NSN à 138, on avait mis quelques patients, et on a bien fait, puisqu'effectivement, on en a perdu de vue un certain nombre. Il y en a 1 ou 2 qui ont reçu des liens de connexion, trop contents de ne pas se déplacer en présentiel, qui se sont connectés au lieu de venir à l'hôpital. Donc on a 1 ou 2 qui n'étaient pas dans le bon groupe. Donc on a fait les analyses à la fois en pair protocole et en intention de traiter. Donc ce qu'on trouve comme résultat sur la non-infériorité, on l'avait mis à 15%. C'est-à-dire, c'est le taux que vous accepteriez de différence pour vous dire, bon, je le fais quand même parce que c'est un intérêt pour le patient, parce que c'est un intérêt pour moi. Donc vous voyez ici, ce 15%, il est là. Et au final, notre non-infériorité, elle est largement démontrée puisque notre barre va là, c'est-à-dire qu'on avait moins de déviance dans le groupe téléconsultation que dans le groupe consultation présentielle. Donc on a quand même de forts arguments pour dire que la téléconsultation est non inférieure à la consultation présentielle sur les critères qu'on avait choisis. On a encore 20% de problèmes techniques, l'affaire n'est pas terminée, avec cette fois-ci 12% de dégradés par téléphone. Ce n'est pas de la magie, c'est de la technique, on n'est que dans les débuts, donc on a des problèmes techniques, essentiellement un défaut sur le son, si ça peut vous servir dans vos pratiques ultérieures. On a eu 3 reports de chirurgie, 2 dans le groupe présentiel et 1 dans le groupe de téléconsultation, des reports qui n'étaient pas en lien avec la consultation pré-anesthésiste, des problèmes de matériel, une PCR non faite, le patient qui a refusé finalement de se faire opérer alors qu'il avait été vu en VPA. Pas de complications dans les suites opératoires immédiates. Et quand on posait au patient la question de quel groupe il préférait pour une prise en charge ultérieure, dans le groupe présentiel, 60% souhaiteraient être en téléconsultation. Et dans le groupe téléconsultation, 96% souhaiteraient être dans le groupe téléconsultation. On montre aussi ce qu'on se doutait déjà et qu'on avait déjà vu dans les études de faisabilité, c'était un moindre absentéisme du travail et puis la nécessité d'un accompagnant pour les patients qui venaient en présentiel de façon plus fréquente. En termes d'économie, que ce soit sur écologique ou économique, on retrouve toujours un coût de déplacement en médian autour de 20 € avec les mêmes abats qui sont celles de la sécurité sociale, qui sont probablement peut-être pas les définitifs parce que on verra quelle est la BAC la plus adaptée, mais on a pris celle de la Sécu, ce qui permet aussi de voir que potentiellement en reste à charge pour le patient, ça fait une certaine différence. Donc le patient, même en étant éventuellement remboursé de son déplacement, c'est sûr, garde un certain coût à ce déplacement. Et en écologie, je serais bien incapable de vous interpréter correctement ces résultats, mais ce sera fait ultérieurement. Donc voilà, il y a possiblement donc quelques preuves pour dire qu'on peut se diriger dans cette voie-là dans nos pratiques. Et donc pour faire de la téléconsultation, il faut avoir les bons outils et les bonnes pratiques. Donc pour parler des outils, quand on fait des échanges avec le patient, on a besoin d'avoir ce qu'on appelle une plateforme HDS, c'est-à-dire avec hébergement de données de santé. Ça va permettre effectivement de sécuriser tout ce qui est gestion de données patients. Quand on parle de données patients, c'est essentiellement les données écrites. C'est pas recommandé, mais si vous voulez faire un échange WhatsApp avec un patient, on peut. C'est que de la donnée verbale. Ce qu'il faut absolument sécuriser, ça va être toute la donnée qui transite par de l'écrit. Donc, une plateforme HDS, c'est ce que je vous conseille. L'utilisation de 2 écrans logiciels, on y reviendra avec le modèle allemand. Ça permet d'un côté d'avoir le patient, de l'autre d'avoir le dossier patient informatisé, le logiciel d'anesthésie, la biologie et compagnie. Un système de son efficace, vous l'aurez compris. Une attention particulière sur l'identito-vigilance. Quand le patient arrive vous voir en présentiel, il passe par le bureau des entrées, par la secrétaire qui check la carte d'identité, tout ça. Là, attention à être vigilant sur ce fait. Comment vous voudrez tracer le consentement? Pensez à tracer le consentement comme quoi il était OK pour faire une téléconsultation.
Organisez-vous pour éviter les doubles saisies. C'est vraiment un écueil. Quand vous dites à la secrétaire, on va faire de la téléconsultation. Donc, tu vas rentrer dans le logiciel de facturation les coordonnées de la patiente. Tu vas le rentrer dans notre logiciel de prise de rendez-vous, puis tu vas le rentrer dans le logiciel pour faire la téléconsultation. Ça ne marche pas. Elle craque. Au bout d'un moment, nous, elle répondait, non, on n'en fait pas de la téléconsultation. Parce que ça les faisait craquer, ce que je peux comprendre parfaitement. Et surtout, pas de perte d'informations. Si vous êtes sur une plateforme de téléconsultation, les documents que le patient aura chargés sur la plateforme doivent partir dans le dossier patient informatisé. C'est quelque chose il ne faut pas qu'il y ait de perte d'informations. Les Allemands ont monté leur plateforme eux-mêmes, donc 2 écrans, comme on disait, avec en plus, en amont, ils envoyaient des questionnaires d'anesthésie, mais ils envoyaient des questionnaires numérisés, ce qui permettait de les voir assez facilement. Par exemple, nous, on les envoyait en version PDF, le patient devait le remplir et puis le rescanner. J'en ai pas eu beaucoup en retour. La communication avec le DPI, donc ce qu'on disait pour qu'il n'y ait pas de perte d'information, était organisée. Ils avaient également une tablette que vous voyez là, qui était connectée, ce qui fait que le patient voyait en direct ce que le médecin pouvait. Il pouvait faire un dessin, il pouvait lui expliquer, et surtout, il signait le patient en direct et le médecin contresignait, parce qu'en Allemagne, c'est obligatoire d'avoir un document signé du patient, ce qui n'est pas le cas en France. Donc voilà pour le modèle allemand. Alors, les bonnes pratiques, c'est vrai qu'il va falloir, si vous introduisez à la téléconsultation, réfléchir à votre filière de soins. Donc, il y a des prérequis techniques. Quand on va aller sélectionner nos patients, le proposer, il y a des prérequis techniques. Ça, il faut que le patient, effectivement, ait accès à un réseau suffisant, qu'il ait du matériel adéquat. Il faut aussi réfléchir s'il vient, comme certains parcours à l'hôpital, où il voit à la fois le cardiologue, le pharmacien, il a son bilan et sa consulte d'ANES. La téléconsultation est très probablement pas intéressante sur ce modèle-là. Réfléchir à vos indications, contre-indications, c'est vraiment une sensibilité, je pense, d'équipe. Est-ce que vous avez besoin d'un examen physique ou d'une prise de paramètres spécifiques qui ne soient pas accessibles à distance? On est étonné de voir à quel point les patients à la maison maintenant ont des appareils pour mesurer leur pression artérielle, leur fréquence cardiaque. Ils le font assez volontiers, assez facilement. Le souhait du patient, bien sûr, est très importante. Et puis, la possibilité d'un accompagnement, alors à domicile par exemple, ça peut être par un aidant, mais ça peut aussi être par un professionnel de santé. Vous savez qu'il y a également un avenant, ça doit être le 10, qui permet que les patients soient accompagnés dans une téléconsultation, quelle qu'elle soit, par une infirmière, et que c'est coté pour l'infirmière. C'est entre 10 et 15 euros en fonction de si elle fait un soin avec ou pas. Donc c'est quelque chose qui va se développer, parce que pour les infirmières, c'est à la fois intéressant et rémunérateur. Les bonnes pratiques pour téléconsulter également, on a parlé de le fait d'être sur un hébergeur de données de santé et le fait d'avoir une authentification forte, ça veut dire qu'il y a une double authentification pour qu'on ne puisse pas se connecter à votre place. Recueillir le consentement du patient, s'assurer de la discrétion de l'échange. Vous imaginez pas le patient, je ne vais pas dire souvent jeune, mais pense que une téléconsultation, ça peut se faire à la plage, ça peut se faire au supermarché, ça peut se faire en voiture, ça peut se faire, voilà. Ça peut même se faire pour un enfant pendant qu'il est à l'école. Vous avez les parents en face, et il est où le petit, il est à l'école. Donc voilà, donc il y a quand même il y a des choses sur lesquelles on ne doit pas passer, clairement. Après, on mène sa consultation finalement comme en présentiel. Alors, on va parler un petit peu après de comment on peut adapter les critères d'examen physique. Gardez à l'esprit qu'à tout moment, on peut convertir en rendez-vous en présentiel. Ce n'est pas un souci de dire, écoutez, là, ça me paraît un peu complexe ou j'aimerais vous voir. Il y a zéro problème. D'ailleurs, c'est dans le document d'information que reçoit le patient en amont. Gardez un temps privilégié pour l'échange, parce que c'est quelque chose d'assez intéressant. On a vraiment l'impression d'un changement de rapport quand on fait de la téléconsultation. C'est-à-dire que ce n'est pas le patient qui vient vous voir, c'est vous qui allez voir le patient. Et ça change beaucoup de choses dans le relationnel et dans la façon dont il pose les questions et dont il est à l'aise pour communiquer avec vous. Il est chez lui, c'est vous qui lui rendez visite. C'est assez sympa, ce changement de posture est assez intéressant, je trouve. Il faut penser à mettre bien sûr le compte-rendu dans le dossier patient, mais on travaille dans des dossiers métiers. Et puis, réfléchir à son circuit d'envoi d'ordonnance et de façon sécurisée, ça reste un point noir assez facilement. Au sein du CAMR, on a conçu des documents pour aider au déploiement des téléconsultations pour ceux qui le souhaitent. Donc, vous retrouvez ça bien sûr sur le site de l'ASFAR avec à peu près ce que je vous ai dit. Je vais mettre peut-être un point justement plus important là sur l'importance de la VPA quand on fait de la téléconsultation. C'est vraiment, elle est organisée en miroir. C'est-à-dire ce que je n'ai pas pu faire à la consultation, en téléconsultation, doit vraiment être listé pour être vérifié à l'arrivée du patient. Donc, ça va être un coup de stéto peut-être quand même sur le cœur, s'assurer qu'effectivement
qu'effectivement, il n'y ait pas une anomalie du rythme cardiaque, noter une pression artérielle de référence si le patient n'avait pas de mesure à la maison, et puis peut-être d'autres points de vigilance, mais les faire figurer, ne pas laisser la case vide, dire téléconsultation à la VPA, vérifier, clac, 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 clac. Je pense que la checklist est intéressante sur ces situations. Ici, le document d'information qui a été créé également, que vous retrouvez sur le site de l'ASFAR par le CMR dans l'onglet CMR, et quelques exemples, ce sont des exemples personnels, mais non, ils sont aussi au CMR, pardon, de l'adaptation de l'examen physique. Ces captures d'écran ont été prises à travers l'écran visio de téléconsultation, donc vous voyez qu'on a une bonne qualité. Pour l'évaluation du mal empathie, généralement dire au patient, vous avez un téléphone, oui, vous pouvez allumer la torche, oui, maintenant vous mettez la torche devant la bouche et vous tirez la langue, il tire la langue, ça marche très bien, ou sinon vous mettez devant la fenêtre, il se met devant la fenêtre avec l'écran de l'autre côté, il tire la langue et on voit très très bien le mal empathie. Pour l'ouverture de bouche, ce que j'aime bien, c'est 3 doigts. On fait pareil que lui. Vous prenez 3 doigts, vous ouvrez grand la bouche, vous passez les 3 doigts et puis je le fais mettre de profil, comme ça nous donne une idée un petit peu du morphotype. Le doigt sur, vous savez, la petite bosse, là, quand vous déglutissez, mettez le doigt, ça vous donne quand même une idée effectivement de l'extension du cou. Et ça, je ne l'ai pas encore testé. Ce serait intéressant de savoir si quand on fait le tour de son cou à 2 mains, on est bien dans les ranges qui sont décrits en centimètres. Je trouvais que ça pouvait être un travail intéressant pour les élèves IA. C'est ce qu'on appelle un peu la e-sémiologie, c'est-à-dire comment on va évoluer dans notre sémiologie quand on n'a pas le patient en face de soi. Ici, une consultation avec une patiente enceinte, donc l'autopalpation des épineuses, l'évaluation de la souplesse. Est-ce que quand vous vous penchez en avant, vous arrivez à toucher vos genoux, vos chevilles ou le sol? L'évaluation du capital veineux est pareil, assez facile si vous demandez au patient de se pincer très fort et puis de mettre sa main vers le bas. Donc ça permet de voir, quand il y en a, on voit bien. Quand on ne voit pas, on ne sait pas s'il y en a pas ou s'il y en a qu'on ne voit pas. Mais quand il y en a, on voit bien. Voilà, je pense que je suis arrivée au bout du temps qui m'était imparti. En conclusion, je vous dirais que c'est une pratique nouvelle qui nécessite donc de nouvelles connaissances, que ce soit à la fois en e-santé et aussi de nouveaux outils, un équipement fiable de préférence, qu'on a, je pense, quelques arguments pour étayer sa non-infériorité à la référence qu'est le présentiel, que ça rentre dans un concept de prise en charge patient-centré, avec des expériences patients qui sont vraiment positives et partons sans préjugés d'âge. Moi, j'ai eu des téléconsultations fabuleuses avec des gens de 80 ans qui étaient devant leur écran, je pense depuis le matin, en costume du dimanche, et fin ravis d'avoir un rendez-vous. Mais oui, mais c'est vraiment chouette. Je vous dirais aussi que c'est un déploiement qui est récent en anesthésie-réanimation et qu'il faut commencer par ce qui est simple. On évalue et on progresse. Je vous rappellerai la place clé de la VPA qui doit être organisée en fonction de la téléconsultation. Donc, je pense que la petite checklist dans la case VPA n'est pas obsolète. Et puis, un petit conseil pratique, pour en avoir fait beaucoup, pour une téléconsultation réussie, moi, je vous dirais que tout se joue en amont. Bon, un peu comme la consultation. Si en amont, vous avez récupéré les questionnaires de santé, les bilans, les ordonnances, et puis les comptes rendus, s'il a vu le cardio, tout ça, et que vous avez le temps de tout checker, ça devient un plaisir. Vous connaissez votre patient avant de vous brancher, et du coup, vous complétez bien sûr votre consulte d'ANES, et puis vous avez du temps pour parler avec lui, et c'est vraiment super. Démarrer la visio, c'est un peu comme ouvrir la porte, sans savoir qui on va avoir de l'autre côté, sans savoir, et les médicaments dans la commode. Allez, d'accord, elle est où la commode? Allez les chercher. Ok, montrez-moi. Alors, à travers l'écran. Alors, l'avantage par rapport à la consultation en présentiel, où vous avez le patient avec la carte vitale et qui, vous ne savez pas ce qu'il a comme médicament et autres, là, quand c'est dans la commode, si vous prenez un peu de temps, il va les chercher, il les ramène, et on arrive comme ça, bon an, mal an, à avoir quelques petits résultats pour avoir une évaluation correcte, mais ça reste quand même pas très satisfaisant. Donc, vraiment, je pense que tout se joue en amont. L'idéal, bien sûr, ce serait d'avoir une assistante qui nous fait tout ça, qui nous met tout, et puis ensuite, on aurait juste la téléconsultation à faire, mais je pense qu'on n'en est pas encore là. Enfin voilà, écoutez, un champ de pratique qui s'ouvre, et ça permet de repenser beaucoup de choses, nos parcours, comme on disait tout à l'heure. Voilà, je pense qu'il y a un certain intérêt. J'espère que je vous ai convaincu. Je suis disponible pour vos questions.